sais, des fois, j'ai cette demande-là des gens qui viennent me voir en bureau me disent « Là, tu peux-tu me le dire? C'est quoi mon orientation sexuelle ou mon identité de genre? » Ben non, tu sais, je peux pas le dire. On va essayer d'en parler ensemble, de discuter, de mieux comprendre, mais non, c'est la personne qui va pouvoir voir à quoi elle s'identifie finalement. Salut à tous et à toutes et bienvenue à ce nouvel épisode du Balado. Moi, c'est Nathan. Moi, c'est Héloïse. Puis aujourd'hui, on vous parle d'un sujet qui nous tient à cœur. On parle de la diversité sexuelle et de genre au cégep. On est avec deux invités ici. On a Mélanie Guérard, merci d'être venue. Ça fait plaisir. Puis Flavie Bellemare. Bonjour. Est-ce que vous pouvez les deux juste expliquer vite c'est quoi votre lien avec le sujet? Bien, moi, en fait, je suis agente de service social, je suis sexologue, je travaille ici au service psychosociaux du cégep. Donc, je rencontre des étudiants qui, oui, peuvent avoir des besoins individuels en suivi, mais aussi tout le volet au niveau de la diversité sexuelle et de genre. Pour toi, Flavie? Moi, de mon côté, je suis une personne transgenre, une élève transgenre du cégep. Je fais la transition de homme vers femme. Puis, ça, c'est le côté identité de genre. Pour le côté orientation sexuelle, je m'identifie en tant que lesbienne et polyamoureuse. Puis, Mélanie, pourrais-tu nous faire juste un topo de c'est quoi ou juste qu'est-ce que ça inclut, la diversité sexuelle et de genre? Oui, bien, je pense en fait qu'il y a comme quatre grands concepts qu'il faut peut-être mieux comprendre. Des concepts qui interagissent ensemble, mais qu'on va les séparer pour mieux le comprendre. L'identité de genre, un peu comme Flavie le nomme, bien, l'identité, c'est vraiment, c'est intrinsèque, c'est comment on se sent à l'intérieur, peut-être vers homme, vers femme ou dans un continuum entre les deux. Ça, c'est au niveau de l'identité de genre. En fait, ensuite, il y a l'expression de genre. L'expression, c'est vraiment comment on s'habille, comment on se maquille. Des fois, c'est ce qu'on va voir, en fait, chez la personne. Ça, c'est l'expression de genre. Dans le fond, comment on exprime notre genre à travers, comme je dis, nos vêtements, etc. Mais c'est aussi au niveau de notre culture aussi. Ça aussi, ça peut varier au niveau de l'expression de genre. Après ça, bien, il y a l'orientation sexuelle ou romantique. L'orientation sexuelle, c'est toute l'attirance qu'on peut avoir envers un genre, envers une personne. Romantique, c'est tout l'aspect engagement, affection aussi. Fait que des fois, il peut y avoir des distinctions entre les deux. Puis le dernier concept, c'est le sexe assigné à la naissance ou constaté à la naissance. Ça, c'est vraiment justement à la naissance. Donc, qu'est-ce que le médecin constate là, finalement au niveau des organes génitaux, puis qui va faire en sorte qu'il va identifier vers homme ou sexe masculin ou sexe féminin. Puis il y a intersexe, donc qui est, j'ai envie de dire, pour résumer quelque part entre les deux, ou du moins là, qui est ni spécifiquement sexe homme ou féminin. Puis c'est quoi juste leur rôle avec les élèves? Comme c'est quoi que tu fais pour les aider, la relation élève et vous? Ben, dans le fond, au niveau de la diversité sexuelle et de genre, quand je dis j'ai ce mandat-là, ben, c'est sûr que j'ai la préoccupation de m'assurer aussi que ça soit entendu, écouté, compris aussi de la communauté étudiante, en fait, de toute la communauté collégiale. Puis, ben, je m'occupe aussi du groupe de discussion pour les étudiants de la communauté LGBTQ+, mais aussi pour les alliés. Fait ça donne un espace aussi pour mieux comprendre, discuter ensemble. C'est bien intéressant. Génial. Puis toi, Flavie, dans le fond, comment tu as réussi justement à trouver des ressources comme ça au cégep pour t'aider dans ton parcours? Ben, je pense que j'ai eu l'information dans un MIO, genre les MIO de communication là, qu'on reçoit à chaque semaine. Puis ça parlait justement du groupe de discussion LGBT. Puis j'avais un ami qui était déjà dans le groupe puis qui m'a dit viens essayer, tu vas voir, c'est le fun. Puis j'étais allé aux premières rencontres, j'ai vraiment aimé ça. Fait que ça fait que j'ai commencé à aller aux rencontres pas mal tout le temps. Puis pour, mettons, les gens qui savent pas, là, qui nous écoutent, qu'est-ce qu'on peut retrouver, mettons, comme diversité, justement, au niveau sexuel et genre, là, dans un milieu scolaire comme ça? J'imagine qu'il y a de tout genre, mais... Oui, c'est une super bonne question. Puis, à quelque part, je pense qu'il faut se rappeler que le cégep, c'est un milieu de vie. Fait que, on peut faire le même parallèle avec la société en général. C'est-à-dire qu'on a de la diversité dans notre société en général, mais ici aussi, au cégep, c'est la même chose. Comme c'est personnel à chacun, cette identité-là, cette orientation-là, évidemment, on n'a pas... Des fois, je me fais poser cette question-là. Est-ce qu'on a une liste de l'orientation ou l'identité? Non. Puis c'est bien normal parce que c'est personnel à chacun. Mais j'ai envie de dire qu'on retrouve un petit peu là, de tout en termes d'orientation sexuelle, identité. Puis souvent, les gens même sont peut-être un peu surprises de voir ça dans le sens où, comme si finalement, on pouvait, entre guillemets, deviner l'orientation ou l'identité en regardant les gens, quand dans le fond, c'est pas le cas du tout. Souvent, on a peut-être cette attente-là ou cette impression-là, mais c'est la personne qui peut s'identifier finalement, qui peut répondre à ces questions-là. Fait que c'est assez diversifié. Puis, mettons, si on vient juste en tant qu'allié,
C'est quoi qu'on pourrait faire pour que tout le monde se sente inclus puis bien comme perçu? Est-ce que tu veux dire dans le groupe ou en Ben, en général? général, là. Ben, dans le fond, tu sais, pour être bien entendu, compris, je pense qu'il faut être à l'écoute. Je pense que c'est la première règle. Puis il ne faut pas être dans la présomption. Je présume, un peu comme je le disais tantôt, ah oui, oui, je pense que tu es trans, non-binaire, hétéro. Non, tu sais, finalement, c'est la personne qui peut s'identifier. Fait que d'être dans cette ouverture-là, de ne pas présumer des configurations familiales. C'est un exemple, en fait, parmi tant d'autres, là, mais il faut être à l'écoute, je pense que c'est, hein, je sais pas, Flavie, qu'est-ce que tu en penses, là, Ouais. mais... Ben oui, il faut être à l'écoute parce que tu sais, ça arrive souvent, mettons, que ça peut mener à, pas de la discrimination, mais de, genre ça peut être insultant pour la personne Mhm. si t'assumes son genre, alors que c'est pas comme ça que la personne s'identifie, mais ça peut devenir insultant. Ça peut causer la dysphorie de genre aussi pour les personnes transgenres, même non-binaires aussi. Donc, puis même aussi pour l'orientation sexuelle, ben, tu sais, des fois, les gens, ils ont une perception un peu plus euh, hétéronormative du sujet. Fait que si tu leur dis que tu es lesbienne, par exemple, mais ça se peut qu'ils viennent dire des préjugés qu'il y avait sur Mhm. ça, mais c'est des choses à pas faire, par exemple. Exact. Fait que dans le fond, c'est quelque chose qui normalement va venir peut-être de la curiosité ou de la maladresse, Mhm. mais qui peut avoir des sous-entendus qui sont peut-être blessants, justement. C'est ça que vous... Ouais. Ouais, ouais, tu sais, des fois, on peut avoir cette curiosité-là personnelle de comprendre la réalité de l'autre ou du moins de savoir. Tu sais, des fois, c'est ce que j'entends, oui, mais je veux le savoir. Ouais, OK, mais dans le fond, ça répond à ta curiosité, à toi. Je pense qu'il faut juste avoir en tête que la personne qui est devant nous, ben c'est un être humain, point. Puis elle vit sa réalité, puis il ne faut pas être dans cette présomption-là, parce que je pense qu'effectivement, ça peut causer là, des inconforts, des malaises. Fait qu'il faut se demander, en fait, pourquoi on fait les choses. Puis si c'est pour répondre seulement à notre curiosité, ben là, je pense qu'on fait peut-être un faux pas, là. Ouais. Puis tantôt, tu as parlé un peu de dysphorie de genre. Pourrais-tu un peu expliquer c'est quoi? Je sais pas, t'as entendu parler de ça. Ben, en gros, la dysphorie de genre, ben, si je me prends comme exemple, en gros, quand j'ai commencé à comprendre que j'étais transgenre, ben, je commençais à ressentir, ben, c'est pas exactement quand j'ai réalisé que j'étais trans, mais tu sais, un peu aussi avant que je le réalise, quand j'étais plus jeune, je me sentais pas bien dans mon corps. Puis, tu sais, mettons, je regardais tu sais, les attributs masculins, tout ce qui est par rapport au corps masculin, et je me sentais pas bien, je regardais ça, puis j'aimais pas ça. Fait que c'est un peu ça la dysphorie de genre, c'est se sentir pas à l'aise avec le genre, le sexe qu'on a été assigné à la naissance. Puis ça peut devenir très envahissant dans la vie de tous les jours. Par exemple, j'ai des amis qui, dans leur cours, ils apprennent des choses que c'est surtout masculin, puis ils doivent être mis en équipe avec d'autres gars. Puis ils sont pas nécessairement à l'aise d'être dans ces équipes-là parce que pour eux, ils se sentent pas comme des gars, ils peuvent se sentir non-binaires ou comme une fille. Fait que ça peut devenir très envahissant dans la vie de tous les jours. Puis ça peut aussi être un diagnostic qu'on peut donner. Par exemple, moi, j'ai dû rencontrer une sexologue pour me faire diagnostiquer la dysphorie de genre, pour après ça pouvoir changer mon nom légalement, puis prendre des hormones aussi. En fait, il y a plusieurs formes, tu sais, un peu comme Flavie le nomme, de transition. C'est pas tout le monde qui a une dysphorie de genre. Souvent, c'est vraiment dans l'idée où cette transition-là, on vit énormément de détresse, peut avoir finalement, un professionnel pourrait émettre un diagnostic de dysphorie de genre. Heureusement, il y a quand même de l'évolution en termes de, tu sais, tu nommes au niveau de la transition légale. Dépendamment des types de transition, c'est pas, on n'a pas cette obligation-là d'avoir ce diagnostic-là, mais dépendamment comme je dis, de ce parcours-là, ça peut être quelque chose qui est fait là, dans les professionnels. C'est important aussi de savoir que c'est pas nécessairement à chaque jour. Il y a des fois où je me sentais bien en tant que gars, mais c'est plus genre dans la vie de tous les jours, genre jour après jour, je me sentais pas bien. Fait que c'est pas genre à chaque jour je me sens comme ça. Des fois je me sentais bien, mais la plupart du temps non. Je comprends. OK. Puis mettons, si on veut en apprendre plus sur quelqu'un, est-ce qu'il y a des questions à pas poser qu'on dirait vraiment c'est comme trop?
Ben, tu sais, je pense qu'il faut faire attention à cette intrusion-là. Tu sais, tantôt, je parlais de curiosité, puis ça se peut là, qu'on ait des questions. Tu sais, Flavie a nommé différentes formes de transition possibles. Fait que ça se peut que nous, dans une bonne volonté, on pose des questions sur ces changements-là, mais il faut se rappeler que pour la personne devant nous, c'est extrêmement intime. Fait que c'est sûr que ça peut être vécu aussi comme une forme d'intrusion, d'agression même, surtout si c'est quelque chose qui est vécu à répétition pour les gens. Parce que des fois, pour nous, on dit, bon, mais j'ai posé juste une question. Oui, mais la personne, peut-être que ça fait, je ne sais pas combien dans sa semaine qu'elle pose ou qu'elle a entendu. Fait que ça, je pense qu'il faut avoir cette préoccupation-là. Je pense qu'il ne faut pas, donc, répondre ça au niveau de la curiosité. Dépendamment du lien qu'on a avec la personne, hein, je pense que c'est là la clé. Là. Des fois, on peut arriver à un stade où on se sent à l'aise puis que la personne se sent à l'aise. Moi, je pense qu'il faut, à ce moment-là, dire, écoute, j'ai peut-être une question pour toi, mais sens-toi bien à l'aise. Si tu ne veux pas me répondre, c'est bien correct. Là. Je pense que ça peut être une pratique qu'on ait en tête. Là. Puis, mettons, demander les pronoms. Est-ce que tout le monde, on devrait faire ça un peu? Bien, tu sais, c'est sûr que je pense que je le sais qu'on ne le fait pas nécessairement d'emblée, là, mais un des moyens que je nommais, entre autres, à des enseignants-enseignantes, c'est de le nommer en début. Dire, ben, de se présenter soi-même. Écoute, moi, je m'appelle Mélanie, vous pouvez utiliser le pronom « elle ». Fait que déjà, on est dans un mode d'ouverture à écouter, à recevoir ce que les autres peuvent nous nommer. Fait que oui, c'est sûr que ça pourrait être une pratique super intéressante, surtout quand on arrive dans un nouveau groupe, un nouveau milieu, ou comme je pense en classe, ou de le nommer comme ça, comme je dis, ça démontre un peu cette ouverture-là, puis d'être à l'écoute finalement du pronom ou de comment la personne, on voudrait, que la personne, comment la personne souhaite qu'on s'adresse à elle, en fait. Super. Bon, ben, merci beaucoup. C'est le fun. Maintenant, tu sais, on est plus à l'aise justement de se renseigner sur une personne, puis on se sent peut-être plus prêt justement à poser des questions qui sont pas trop. Puis, tu sais, on a comme une marge de choses à respecter, puis c'est plus clair pour nous. Fait que c'est vraiment intéressant que vous ayez partagé ça. Merci beaucoup. Moi, je voulais savoir justement un petit peu au niveau du coming out, parce que je sais que j'imagine que ça doit être vraiment différent qu'un coming out sexuel, là, au niveau de l'orientation sexuelle. Fait que, est-ce que tu serais ouverte à nous en parler de ça? Oui. Excusez. Mais je suis d'accord, personnellement. Ben, ça peut, encore là, ça dépend vraiment pour chaque personne, mais personnellement, oui, moi, ça a été plus facile de faire mon coming out, mettons, à mes parents, mon coming out avec mon orientation sexuelle. Parce que quand je leur ai fait mon coming out avec mon orientation, à ce moment-là, je m'identifiais en tant que bisexuel. Puis maintenant, ben, je m'identifie en tant que lesbienne. Mais à ce moment-là, c'était bisexuel. Puis mes parents, ils ont presque pas eu de réaction. Fait que sur ce côté-là, ben c'est sûr, ils étaient plus ouverts. Ils ont comme dit, ben ok, ben tant mieux pour toi, en quelque sorte. Puis pour le coming out de transition de genre, là, c'est sûr, ça a été beaucoup plus difficile. Là, après ça, je recommande pas de faire ça parce que moi, j'ai fait mon coming out le 1er avril. Fait que mes parents ils pensaient que c'était une joke, mais je leur ai dit non, c'est pas une joke. Puis ils ont fini par comprendre plus tard que c'était vraiment comment je me sentais. Fait que c'est ça, un truc, ne pas le faire le premier. Mais oui, après ça, ça a été plus difficile, surtout du côté de mon père, parce que, en fait, c'est parce que ma mère, elle a déjà eu un chum avant, puis elle avait eu un enfant aussi. Fait que j'étais comme son deuxième enfant. Mon père, j'étais son premier enfant. Fait que c'était beaucoup plus difficile pour lui de comprendre que son gars se sentait pas en tant que gars, puis s'identifiait en tant qu'une fille. Puis là, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, mais des fois, il y a encore de la misère avec les pronoms, par exemple. Mais tu sais, je me souviens que l'été après que j'ai fait mon coming out, je voulais me raser les jambes parce que j'étais vraiment pas à l'aise de quoi mes jambes avaient l'air. Puis mes parents, ils me disaient non, on n'est pas encore près de nous. Fait qu'on veut pas que toi tu le fasses. Fait que là, ça me faisait sentir vraiment pas très bien parce que c'est un peu comme il voulait décider de ce que je faisais avec mon propre corps. Puis j'étais pas à l'aise avec ça. Mais après ça, avec plusieurs discussions,
puis d'ostinage avec mes parents, j'ai fini par leur expliquer. J'ai réussi à raser mes jambes. Puis après ça, à un moment donné, je voulais vraiment aussi avoir accès à l'hormonothérapie. Donc, j'ai ostiné aussi beaucoup mes parents sur ce sujet-là. Puis là, pour l'hormonothérapie, il faut souvent avoir une sexologue ou un sexologue. Donc, moi, c'est ça que je voulais faire. Puis, ma mère était un peu réticente parce que ça coûte un peu cher, un suivi en sexologie. Mais finalement, elle a accepté que j'ai un suivi. Puis, à partir de ce moment-là, elle a commencé à m'appeler par mon prénom, Flavie. Puis, après ça, ça a été en montant. Puis, ça va beaucoup mieux maintenant. Mais je suis vraiment content d'entendre que ce sera une pente montante, puis que ça va bien, puis que ça... au final, que ça a quand même plutôt bien été, même s'il y a eu des petits accrochages au début. Moi, je voulais savoir, parce qu'il y a sûrement des gens, justement, qui nous écoutent, qui vont finir par se faire coming out. Je sais pas si ça se dit, mais que quelqu'un vont faire leur coming out à eux. Fait que, comment est-ce qu'on doit réagir, mettons, pour s'assurer de vraiment mettre en confiance la personne qui nous fait son coming out, que ce soit un ami, un fils peut-être, un oncle, je sais pas, n'importe quoi. Bien, en fait, c'est une super bonne question. Puis je pense que tu as nommé quelque chose d'essentiel. Il faut se demander comment la personne, qu'est-ce que souhaite la personne? Parce que, tu sais, Flavie nommait son coming out, elle l'a fait auprès de ses parents. Ça va varier d'une personne à l'autre, en fait. À qui je le nomme en premier? Souvent, ça va être des gens de confiance aussi qu'on a. De confiance ou du moins qu'on a envie d'avoir cet échange-là avec la personne. Puis si jamais on reçoit cet échange-là, ou du moins cette confidence-là, bien, demandez à la personne justement comment est-ce qu'elle veut que pour le moment, elle le garde pour elle? Parce qu'il y a comme des étapes aussi. Hein? Je pense qu'il faut respecter les étapes des gens. Fait que c'est sûr que c'est vraiment à éviter d'aller nommer aux autres, finalement, ce qu'on a entendu comme confidence. Puis, tu sais, avant même le coming out, il y a comme le coming in qui se passe. Ça veut dire un peu notre révélation à soi, tu sais. Toutes les étapes que Flavie nommait en termes de questionnement, puis autant au niveau de l'identité de genre, mais aussi de l'orientation sexuelle ou romantique, il y a comme des questionnements à travers tout ça. Et ça s'appelle le coming in. C'est comment moi, je me révèle dans tout ça. Après ça va venir le coming out et là aussi, ça va être des étapes, à savoir à qui je le dis, dans quel contexte je le dis, parce que la personne n'est pas obligée de faire ce coming out-là. Puis des fois, en fait, pourquoi on fait un coming out? C'est parce que, comme un peu Flavie l'a nommé tantôt, on est dans un monde hétéronormatif. Ça veut dire qu'on présume que les gens, à la base, sont hétérosexuels. Dans le fond, non. C'est comme il y a plusieurs autres réalités. Fait que c'est là où vient l'idée du coming out. Fait que je pense qu'il faut avoir cette sensibilité-là qu'il y a plusieurs réalités aussi alentour de nous parce que Flavie l'a nommé tantôt, mais des fois, on peut avoir cette tendance-là à nommer, à présumer finalement de cette identité ou cette orientation-là. Puis bien, ça fait en sorte qu'on peut faire des faux pas sans le savoir. Fait que le coming out, ça peut être des fois à répétition dans le milieu de travail, avec nos amis, etc. Fait qu'il faut respecter finalement les étapes de chacun, là. Puis pour, admettons, le coming in, là, y a-tu comme des trucs que tu aurais pour le monde qui se pose des questions? Tu sais, comme pour être plus sûr, pour être plus bien dans sa peau aussi, là? Bien, déjà, je pense de s'informer, à savoir un peu plus qu'est-ce que c'est, l'identité de genre, les orientations sexuelles. Des fois, ça peut répondre finalement aux besoins des gens à travers les questions. De normaliser, de dire, bien, c'est vraiment normal là, que tu te poses des questions. On est aussi, on ne se mentira pas, là, au cégep, la tranche d'âge, là, en moyenne qu'on est ici, on est dans cette période-là aussi de questionnement, ce qui est tellement normal. Fait que je pense que si on entend quelqu'un qui se pose des questions, déjà, juste de dire, « Hey, écoute, c'est tellement normal que tu t'en poses des questions. » Je pense que ça peut être super aidant. Puis après ça, je pense que ça vaut la peine de t'informer, de regarder c'est quoi, voir ce qui finalement fait du sens pour toi. Parce qu'encore une fois, il n'y a pas de... Tu sais, des fois, j'ai cette demande-là des gens qui viennent me voir en bureau, me disent « Là, peux-tu me le dire? C'est quoi mon orientation sexuelle ou mon identité de genre? » Ben non, tu sais, je peux pas le dire. On va essayer d'en parler ensemble, de discuter, de mieux comprendre, mais non, c'est la personne qui va pouvoir voir à quoi elle s'identifie finalement. Là. Fait qu'en gros, dans le fond, tout le monde, même les personnes hétéros, j'imagine, vont
se doivent à eux le besoin de vivre un coming in. C'est bien ça? Bien, à quelque part, oui, tu as tout à fait raison. Tu sais, je pense que ça fait partie finalement de notre développement de tout être humain, de tranquillement se poser des questions. Ces questions-là peuvent arriver au courant déjà, même dans l'enfance. Hein, il y a des choses au niveau d'identité de genre qui peuvent déjà être présentes, mais plus ça va, l'adolescence, tout ça, on passe par plein de phases de développement. Fait que oui, effectivement, tu sais, même les gens qui s'identifient hétéros, à quelque part, je suis certaine qu'ils se sont posé la question à un moment ou à un autre de dire, sais-tu finalement, oui, j'ai peut-être cette orientation-là, mais oui, effectivement, tout le monde passe par ces phases-là. Puis est-ce que les deux, là, vous pensez que le coming out, c'est quand même essentiel? Toi, qu'est-ce que t'en as-tu une idée là-dessus? Ben, je me dis que dans un monde idéal, ce serait pas essentiel, là, parce que, tu sais, dans un monde idéal, on n'assumerait pas que chaque personne est hétérosexuelle ou cisgenre. Donc, tu sais, pour moi, ce serait le fun que ce soit pas nécessaire. Mais je me dis que c'est quand même une bonne chose qu'on puisse le faire, mais qu'on le fasse. Parce qu'après ça, on connaît mieux les personnes de notre entourage. Puis si, mettons, on le dit à des amis, puis les amis sont pas ouverts à ça, on se rend compte que c'est peut-être pas des bons amis finalement. Fait que ça permet de mieux connaître les personnes de notre entourage, puis de comprendre que faudrait pas se tenir avec certaines personnes ou certaines personnes sont plus ouvertes, donc c'est des bons amis. Voilà. Oui, je pense que ça permet d'avoir une meilleure vue d'ensemble de qui nous entoure, tu as raison. Puis je pense dans tout ça, là, il faut absolument finalement voir le bien-être de la personne. Tu sais, pourquoi la personne fait un coming out ou nomme les choses? Parce qu'elle veut être bien, tout simplement. Tu sais, des fois, on a peut-être cette pensée-là que je sais pas, que tu sais, je l'ai souvent entendu, là, de « Ah, c'est une mode ». Pas du tout. En fait, je veux dire, ça existe depuis toujours. Je pense que là, on est dans un monde où on peut se permettre aussi de se sentir libre, de nommer qu'est-ce qu'on vit, d'être qui on est, finalement. Parce que l'objectif, c'est ça, c'est juste le bien-être des gens. T'sais. Fait qu'il faut toujours se rappeler ça, je pense. Super. Puis justement, là, on parlait que toi, tu penses que des fois, ça peut quand même être bien de faire son coming out. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui planifie peut-être un coming out? Comment l'aider justement à aller vers ça? Ben, je dirais, c'est vraiment toi en tant que personne quand tu sens que le moment il est bon, c'est sûrement parce que c'est le bon moment. Puis aussi de choisir les bonnes personnes. Comme moi au secondaire, je me tenais avec un groupe d'amis qui étaient pas mal tous dans la communauté LGBT. Puis j'avais pas fait mon coming out encore à eux, mais je me suis senti super à l'aise de le faire avec eux parce que je savais qu'ils étaient déjà ouverts à ça. Tandis que, par exemple, avec la famille, j'ai bloqué pendant encore un bon moment. Tu sais, par exemple, même aujourd'hui, mon grand-père, il sait pas que je suis trans. Puis ça fait qu'il y a des fois où quand il vient à la maison, je dois faire semblant que je suis pas la personne que je suis, ce qui est pas vraiment agréable. Fait que c'est pour ça que je me dis, quand on sent que c'est le bon moment, c'est sûrement parce que c'est le bon moment. Puis après ça, de le faire à son rythme aussi. Parce que ça sert à rien d'aller trop vite puis de vouloir le dire à tout le monde. Parce que après ça, si tu te respectes pas toi-même dans ton choix ou dans la façon dont tu le fais, mais ça va pas t'aider non plus. Là, c'est pour ça que moi, j'ai commencé par le dire à mes parents, puis après, je l'ai dit à mes amis en qui j'avais confiance. Donc, c'est ça, d'y aller à son propre rythme. Respecter son rythme, puis peut-être, si jamais on sent qu'on a besoin d'une aide externe ou d'un professionnel ou autre, je pense que ça peut nous aider des fois à voir un peu, on est rendu à quel niveau, qu'est-ce que je désire nommer, à qui, exactement comme Flavie le nomme, à qui, quel impact on pense que ça peut avoir pour des fois juste se préparer finalement à le vivre le mieux possible. Super. Tantôt, Flavie, justement, tu as mentionné que tu étais polyamoureuse, c'est ça? Ouais. Moi, je suis curieux un peu de savoir exactement c'est quoi ce côté-là de la sexualité puis de la romance. En quelque sorte, c'est de ressentir de l'affection, je dirais, pour plusieurs personnes en même temps. Que ça pourrait être dépendamment aussi des partenaires avec qui on est.
faut que ce soit ouvert de ce côté-là aussi. Il faut que la personne soit au courant. Il ne faut pas le faire dans le dos de la personne parce que sinon, on abuse un peu de la confiance de la personne. Puis aussi, je veux en parler parce que j'ai déjà reçu un commentaire comme ça, puis je me suis dit que ce serait important d'en parler. Mais quand je l'ai annoncé à mon père a dit c'est parce qu'à ce moment-là, j'avais 2 blondes. Puis mon père il a dit c'est comme un trip à 3. J'ai dit non, c'est pas la même chose, là. C'est juste, j'ai une blonde, puis après ça, j'en ai eu une autre. Puis aussi, ça veut pas dire que parce que j'ai 2 partenaires que tous les partenaires sortent ensemble. Ça se peut que moi, je sorte avec je sais pas, une personne, puis une autre personne. Puis la première sort juste avec moi, puis avec personne d'autre. Ça se peut, ou sort avec d'autres personnes aussi, en plus de moi. Fait que ça veut pas dire que parce que je sors avec 2 personnes que tout le monde va sortir ensemble. Exactement. Je pense que tu l'as très bien décrit, Flavie, là, c'est avoir plusieurs relations amoureuses. Puis je pense que ce que tu as dit, c'est important, c'est l'honnêteté dans tout ça, là. Fait que c'est des relations polyamoureuses, ça veut dire, en fait, ce qu'on connaît beaucoup, c'est les relations monogames. Donc là, c'est dans le polyamour, on peut avoir plusieurs relations, mais c'est variable là, d'une personne à l'autre, là. Fait que je pense que c'est ça, l'idée, c'est d'en discuter, de voir, puis de se demander, nous, est-ce que ça nous convient, est-ce que c'est ce qu'on souhaite et tout ça. Fait que c'est vraiment ça, la clé. Génial, merci. Ça vous tenterait-tu de faire une petite chronique vrai ou faux? Ouais, OK, on essaie. Moi, je commencerai avec que le questionnement de soit identité ou du genre là, juste identité en général, ça serait crucial à tout le monde. Tout le monde devrait se questionner au long de sa vie. Qu'est-ce que t'en dis? Ben, je dirais vrai, mais tu sais, encore là, ça dépend pour chaque personne. Mais tu sais, comme Mélanie l'a dit tantôt, ben, en quelque sorte, tout le monde passe un peu par un coming in, de se demander, ben, est-ce que, par exemple, je suis vraiment hétéro ou pas? Puis ça se peut qu'à la fin, la réponse soit, ben oui, je suis hétéro. Mais t'es pareil passé par un questionnement. Fait que, en quelque sorte, moi, je dirais que c'est vrai. Oui, je dirais vrai aussi. On passe toutes par ces questionnements-là d'identité. Comme deuxième vrai ou faux, les doubles standards sont aussi présents chez les hommes trans et les femmes trans, ainsi que chez les hommes et les femmes homosexuels. Oui, en fait, c'est vrai, hein, il y a des doubles standards. En fait, quand on dit des doubles standards, c'est qu'il y a des différences, finalement, selon où on vit notre transition vers homme ou vers femme. Puis tu me diras ce que tu en penses, Flavie, là, mais des fois, c'est vu différemment par la société, puis on peut vivre aussi, finalement, des conséquences différentes, des réalités différentes. Fait que, ouais, je pense qu'il y a effectivement des doubles standards. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, oui, je dirais que tu sais, des fois, il y a des gens qui pourraient voir la transition de homme vers femme comme ils pourraient ne pas comprendre parce qu'on se dit, tu sais, dans notre société, c'est la femme qui est malheureusement qui a moins de pouvoir que les hommes. Puis les gens pourraient se dire, ben, pourquoi tu veux aller vers transitionner en tant que femme alors que tu vas avoir moins de pouvoir. Puis là, mais là, c'est peut-être de dire à la personne, ouais, mais je passerai pas par tout ce processus-là juste pour avoir moins de pouvoir. Tu sais, fait que c'est sûr que, en tout cas, moi, je trouve que de homme vers femme, des fois, c'est plus mal vu que femme vers homme, parce que femme vers homme, ben, je sais pas, j'ai de la misère à l'expliquer parce que c'est pas ma réalité, là, mais pour moi, j'ai l'impression que homme vers femme, c'est pas mal vu, mais que les gens comprennent moins bien parce que, c'est genre, par exemple, je me suis déjà fait dire par quelqu'un, genre, ben pourquoi parce que je racontais que après avoir fait ma transition de genre, je m'identifiais maintenant en tant que lesbienne, puis là, la personne disait, ben pourquoi t'as transitionné alors que quand t'étais un gars, t'avais toutes les filles pour toi? Puis là, j'ai comme pas compris qu'est-ce que ça voulait dire exactement, parce que c'est pas nécessairement vrai, là. Tu sais, je dis que je suis lesbienne parce que j'aime les filles. Ça veut pas dire que quand j'étais un gars, j'ai transitionné vers fille parce que j'avais pas de relation avec des filles, là, ça veut rien dire. Fait que, voilà.
Ben oui, puis dans ce que tu dis, Flavie, dans le fond, tu sais, c'est que l'identité, finalement, de genre, c'est comment on se sent, hein, Ouais. vers homme, vers femme, dans un continuum entre les deux, ou bien au niveau de l'orientation sexuelle ou romantique, vers quel genre on a une attirance sexuelle ou on aurait envie de s'engager avec quelqu'un, par exemple. Fait que ça n'a rien à voir, finalement, l'orientation avec l'identité de genre. C'est Ouais. deux concepts complètement différents. Puis, dans le fond, ce que tu nommais tantôt, puis on nommait au niveau des doubles standards, bien, on est encore dans nos questionnements d'égalité homme-femme. On est malheureusement encore là-dedans. Fait que c'est sûr que dans ce que nomme Flavie, c'est un peu ça qu'on voit dans ces doubles standards-là. Ces doubles standards-là, malheureusement. Je pense qu'on va faire un petit dernier. OK. Vrai ou faux, il faut officiellement faire genre une transition officielle, soit légale ou genre la chirurgie, pour être considéré trans? Je dirais faux, parce que c'est vraiment comme comment la personne se sent. C'est par exemple, il y a des personnes qui sont peut-être non-binaires puis qui vont pas nécessairement ressentir le besoin de faire une transition légale. Puis aussi parce que des fois, le processus il est vraiment compliqué puis que la personne se dit, ben c'est pas si pire, je suis capable de vivre avec par exemple, mon prénom ou le genre qui est écrit sur mes papiers légaux. Par exemple, je sais que pour l'assurance maladie, ben, si tu fais une transition en tant que personne non-binaire, ben, tu peux afficher un X sur la carte. Par contre, il y a tout le temps un code de chiffres sur la carte. Puis le code correspond. Je ne sais pas c'est quel nombre exactement, mais un nombre qui dit qu'à ta naissance, tu étais un homme ou une femme. Puis ça ne peut pas être changé, même si on met le X sur ta carte. Fait que c'est pour ça que des fois, ça peut ne pas être attirant de faire cette transition-là légale. Mais pour certaines personnes, c'est vraiment important de le faire. Puis même chose pour la transition médicale. Et moi, je ressentais le besoin de le faire, mais il y a d'autres personnes qui ne ressentent pas le besoin de le faire. Puis, heureusement, là, je pense que c'est en train d'être modifié au niveau de la carte d'assurance maladie, le fameux chiffre dont tu parles. Fait que ça, tant mieux, il y a d'évolution dans ce sens-là. Fait que oui, tu sais, pour répondre à la question, là, c'est faux. On n'a pas besoin d'avoir passé par différentes phases de transition pour s'identifier comme personne trans. En fait, ça reste que c'est la personne qui s'identifie ainsi. Puis, Flavie le dit, là, il y a différentes formes de transition. Puis, il faut respecter les gens dans ces formes-là parce que, effectivement, là, il y a des transitions qui sont quand même importante si on parle de chirurgie et tout ça. Puis il y a différentes formes aussi de chirurgie. Là. Oui, il y a les chirurgies génitales, mais il y a autre chose. Là. Il y a l'hormonothérapie, il y a les chirurgies au laser, etc. Pour se sentir bien, finalement. Fait que ça dépend d'une personne à l'autre, là, selon les transitions. Fait que, ouais. Ben, merci beaucoup pour toutes vos réponses. C'est vraiment intéressant. On a réussi à en apprendre vraiment beaucoup plus sur ce monde-là. Puis aussi, maintenant, on sait justement qu'il y a plusieurs ressources au cégep. Je suis sûr que ça va peut-être être utile justement pour des gens qui nous écoutent, qui peut-être sont intéressés à se renseigner là-dessus ou encore à en faire partie. Puis on sait aussi maintenant comment faire sentir une personne en confiance, que ce soit une personne dans notre entourage, quelqu'un qui s'ouvre à nous ou juste quelqu'un envers qui on a de la curiosité sur son parcours. Fait que, tu sais, je pense que les gens vont être beaucoup plus à l'aise, justement, dans leur questionnement envers les autres, puis tout ça. Fait que je voulais vous remercier beaucoup pour ça. Si jamais on avait des questions, comment on prend rendez-vous avec toi? Bien, en fait, je pense qu'il faut faire une demande aux services psychosociaux. Moi, je travaille là. Fait que dépendamment de quand vous allez remplir le formulaire, bien, il y a toujours une section motifs, pourquoi on veut avoir une rencontre. Fait que on écrit un peu, puis on va être rencontrés, puis vous allez avoir des services, c'est confidentiel et tout ça. Fait que ça, les services psychosociaux. Puis, le groupe, si jamais ça vous intéresse aussi, là, le groupe de discussion, en fait, je le dis, là, ça s'adresse autant aux personnes qui s'identifient à la communauté, à LGBTQ+, mais aussi les alliés. Fait que donc, ça, n'hésitez pas. C'est sur la page de la diversité sexuelle et de genre sur le site du cégep. Vous allez avoir plus d'infos là-dessus. Parfait. Bien, merci beaucoup. Soyez sûr de vous abonner au balado et de nous suivre le cégep sur les réseaux sociaux pour rien manquer.